Bienvenue à la Fac LGS. Bonjour, je suis Stéphane Gasse. D'abord, une petite explication sur le titre que nous avons choisi, la Fac LGS. Fac comme dans faculté, quoique notre unique prétention est de contribuer à votre mise à jour en matière de technologie de l'information et bien sûr Fac comme dans Foire aux questions, petit clin d'œil à cette rubrique fort utile sur les sites web. Nous consacrons ce premier balado à la loi 25, cette importante réforme législative qui permet au Québec de moderniser son régime de protection des renseignements personnels face aux réalités technologiques actuelles. En compagnie d'Émilie Robichaud, conseillère d'affaires, cybersécurité, conformité et protection des renseignements personnels chez LGS, nous allons explorer le caractère incontournable de cette nouvelle loi, ses conséquences et surtout pourquoi les entreprises doivent s'y mettre immédiatement. Et puis Michel Fossé, directeur service conseil sécurité de l'information chez LGS, fera la vie dure à certains mythes plutôt tenaces dans ce que nous appellerons affectueusement le fossé numérique. Alors, maintenant que le décor est planté, allons-y! D'abord, Émilie Robichaud, est-ce que la loi 25 touche seulement les entreprises ou encore elle ratisse plus large? Il y a vraiment, je pense, un genre d'éducation là, qui doit être fait par rapport à ça parce que la loi couvre très, très large. Elle vise tous les organismes publics, elle vise toutes les entreprises privées qui font affaire au Québec. Donc, même si l'entreprise provient de l'extérieur, a son siège social en Europe ou en Chine, peu importe, mais dans la mesure où il y a un service qui est offert au Québec, elle devient nécessairement soumise à la loi. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire à cet assujettissement-là au Québec. Là. Tu sais, on est vraiment tous concernés. Les entreprises ont tout le mal nécessaire, là, disons, ou l'énergie à mettre dans les prochains temps pour s'y conformer. Est-ce qu'on pourrait résumer ça par tout le monde qui a un client a l'obligation de protéger les renseignements personnels? J'irais plus loin que ça parce que oui, il y a les clients, mais il y a aussi les employés dans l'entreprise. Comme employeur, moi, dans la mesure où j'ai des employés à ma charge, ben j'ai leur numéro d'assurance sociale, j'ai leur salaire, j'ai leur adresse de domicile, j'ai leur nom, je peux avoir toutes sortes de renseignements dans mon infrastructure d'entreprise. Et puis, il y a des questions à se poser à savoir qui a accès à ces données-là, qui en est responsable? Est-ce que des anciens employés qui sont quittés, on a encore ces informations-là sur eux? Si oui, bien, il y a des mesures à prendre, il y a des précautions à avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une étude complète de tous les renseignements gravitent dans quelle activité ou unité d'affaires de l'entreprise. Et puis, on ne peut pas arriver puis juste dire, ben on va faire une politique qui va montrer que, bon, on fait attention aux renseignements personnels puis on s'en tient à ça. Non, il faut vraiment aller plus loin parce que dans la mesure où certaines personnes dans l'entreprise pourraient avoir accès à ces informations-là, bien, il faut s'assurer que ce soit les bonnes personnes puis qu'il y ait un processus intelligent, là, si je peux dire comme ça, là, qui va venir vraiment s'assurer que c'est bien géré à l'interne. Il fallait donc moderniser le cadre législatif et, dans le fond, l'adapter à la réalité technologique actuelle. Et ça, Émilie, on n'y coupe pas, c'était absolument nécessaire, n'est-ce pas? Au Québec, il y a eu un grand éveil collectif, je dirais, avec ce qui s'est passé chez Desjardins il y a quelques années. Et puis, ça a mis une certaine pression sur... puis, je pense qu'il y avait une attente là, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Dans le cadre actuel, bien, ça nous permet de venir, disons, mettre une certaine pression collective pour se moderniser et puis assurer que les renseignements personnels et l'identité des personnes demeurent une priorité, disons, sociale. LGS offre un accompagnement de pointe dans le secteur des services conseils en technologie de l'information. Notre objectif, vous aider à implanter des solutions adaptées aux besoins d'aujourd'hui et demain. LGS, nous propulsons le changement depuis 1979. Émilie, vous l'avez dit, il n'y a pas d'échappatoire à la loi 25 et le gouvernement, d'ailleurs, a prévu des sanctions assez sévères pour les récalcitrants, n'est-ce pas? Une infraction à la loi pourrait se traduire par l'imposition d'une amende de 15 000 à 25 millions ou d'un montant de 4 du chiffre d'affaires de l'entreprise, selon le montant qui est le plus élevé entre les deux. Donc, ça donne une idée de... Ça, c'est point de vue très, disons, chiffre pour l'entreprise. Quand je parlais d'une entreprise qui peut être mise en faillite par une telle situation, c'est le cas. C'est pour ça que
tout l'effort de la mise en conformité, c'est vraiment un mal nécessaire. Ça va permettre après ça d'éviter ce genre d'infraction-là, qui est similaire aussi en Europe, qui va être probablement similaire avec la loi fédérale. Donc, c'est une tendance qui est assez générale, là. Ces montants-là, c'est pas variable. C'est variable d'une place à l'autre, mais ça demeure quand même très élevé un peu partout. Et puis là, on parle simplement d'une infraction, disons, pénale, mais on peut s'attendre à des poursuites judiciaires, on peut s'attendre à une perte de réputation de l'entreprise, à une perte de la clientèle, aussi à un désengagement des employés à l'interne, de savoir que, bon, finalement, mes renseignements comme employé n'ont pas été sécurisés à l'interne. Les conséquences sont catastrophiques, là. C'est certain sans vouloir faire peur, ça fait quand même peur. Donc, la mise en conformité, je l'ai dit, va permettre quand même de prévoir ça puis d'essayer que finalement ce scénario-là ne se réalise pas dans l'entreprise. Sur le même sujet, Michel Fossé, qu'est-ce qu'on a ajouté? Pour remettre un peu quelques chiffres en perspective par rapport à cette question précisément, il y a une étude de IBM Security qui est un de notre grand frère, je dirais, chez LGS mondial. Cette étude a démontré finalement le rapport entre l'ampleur finalement des fuites d'informations. Puis si je prends l'exemple concrètement, une fuite de données qui correspond à un coût à peu près de 2,8 millions de dollars correspond à une perte de 1% de la clientèle. C'est ce qui a été observé. Puis là, on s'est gradué jusqu'à arriver à des fuites de 5,7 millions de dollars qui présentent en moyenne une perte de clientèle de 4%. Et ça commence à faire réfléchir les organisations. Donc là, on voit une corrélation directement entre une fuite de données personnelles et une perte de clientèle. On pourrait utiliser l'expression effet nénuphar, mais j'ai l'impression que les nénuphars ne sont pas aussi gros et que l'éclat peut être, exponentiel, avec des conséquences. Émilie, vous avez évoqué tout à l'heure même le risque d'une fermeture de l'entreprise parce que les conséquences seraient trop sévères. On le constate aisément. Oui, puis aussi, quand on voyait il y a quelques années, disons, des campagnes de marketing un peu plus ciblées, bon, envoyez-moi votre courriel et puis, bon, tu sais, ça ne coûte rien, puis vous allez recevoir quelque chose, tu sais, vous en tirez profit. Puis après ça, ben, ces entreprises-là avaient accès à une banque de données sur leurs clients potentiels, etc. C'était des façons de faire qu'on tolérait puis qui étaient assez courantes il y a quelques années. Maintenant, j'inviterais beaucoup les entreprises à se poser des questions sur ce genre de façon de faire-là. Je crois qu'il y a une volonté qu'on soit de plus en plus éthique par rapport à nos façons de faire, que les clients, consommateurs, fournisseurs sachent aussi qu'est-ce qui est fait avec les renseignements personnels. Est-ce que l'entreprise en prend soin, autant à l'interne qu'à l'externe? Je pense qu'on a une volonté de plus en plus savoir que l'entreprise va nous protéger puis qu'elle est de bonne foi dans ses façons de faire. Fait que je pense que c'est un changement tranquillement de culture qui doit être fait puis qui en bénéficiera à tout le monde, finalement. Alors, quand on dit « lorsque c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit », c'est un peu vrai. C'est certain de lire une police de consentement ou des choses comme ça peut être assez lourd pour le consommateur, mais il y a possibilité de refuser maintenant. Il y a souvent l'option, puis je pense que c'est une belle première chose qu'on peut faire, là, c'est de dire « non, moi, je préfère ne pas laisser mes renseignements personnels être consultés de façon large ». Notre mission, vous aider à atteindre vos objectifs stratégiques en tirant le meilleur de la technologie. LGS formule des solutions de calibre mondial à l'échelle québécoise pour des organismes publics ou des entreprises privées, peu importe leur taille et leur secteur d'activité. Notre puissance d'action est amplifiée par le lien qui nous unit au géant mondial IBM. LGS, entrepreneur dans l'âme. Merci Émilie et Michel. Passons maintenant au fossé numérique. Le fossé numérique n'est pas qu'un suave jeu de mots. C'est une réalité très actuelle avec laquelle les spécialistes TI composent quotidiennement. Comment départager le vrai du faux? Comment démystifier les croyances populaires, les idées préconçues et des lieux communs? Rien de plus simple, il faut poser la question à ceux qui savent, comme Michel Fossé, directeur service conseil sécurité de l'information chez LGS. Dans ce segment, Michel éclaire nos lanternes et nous donne l'heure juste en matière de protection des renseignements personnels. Michel, voici le mythe numéro 1. J'ai une vie ennuyante.
Des squelettes dans mon placard, il n'y en a pas, et j'ai pas un sou devant moi. Donc, je ne risque rien. Oui, vos squelettes peuvent rester dans leur placard dans tous les cas, mais même si vos codes bancaires sont à sec, une organisation, une personne mal intentionnée saura toujours se servir de votre nom, soit pour souscrire des crédits ou engager des dettes dans votre dos et créer une situation dont vous ne soupçonnez vraiment pas la complexité. Donc, il ne faut jamais sous-estimer les conséquences et le fait que ça peut arriver à tout le monde, tout simplement. Il y a très peu de données qui sont publiques rendues là, mais en 2008, Sécurité publique Québec a fait un premier sondage sur le vol d'identité et la cybercriminalité au Québec. Et on démontrait que sur 1100 répondants, 60 victimes de vol d'identité ont subi 90 cas de fraude. Donc, si on fait un petit calcul rapide, c'est 1,4 fraudes par victime sur une seule et même année. En projetant ces chiffres sur la population du Québec, ça serait à l'époque 240 000 victimes de 338 fraudes juste pour l'année 2006-2007. Donc, de plus, pour 58% de ces victimes-là, le sondage disait que la perte financière aurait été inférieure à $100, mais il y a 6% qui ont eu des pertes supérieures à $5 000. Puis on s'entend que $5 000, c'est pas à la portée de tout le monde. Deuxième mythe à démolir. Protéger les données personnelles des gens, ça sert à rien. Les pirates informatiques ont une avance technologique insurmontable. La vraie question, du moins pour une organisation, c'est quelle valeur représente à mes yeux un client. Puis la réalité dans tout ça, c'est que le nombre de données, les données personnelles sont devenues une partie, en fait, une partie importante du moteur de notre économie. Donc dans ce contexte-là, la prise de risque fait toujours partie de nos décisions et des investissements qui en découlent. Et la protection des renseignements personnels en fait partie à l'intérieur des limites, bien sûr, autorisées par les lois. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des délinquants et des organisations mal préparées, c'est certain. Je trouve intéressant d'avoir des chiffres. Puis ici, on voit, dans le cas du RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données européen, qui a été introduit en 2018, et on a des chiffres en 2019. 94% des organisations qui faisaient affaire avec une tierce partie qui transigeaient des renseignements personnels sous leur responsabilité, eh bien, ces relations-là reposaient sur des contrats d'assurance pour se protéger. Transférer le risque, ça va devenir une réalité qui va être renforcée avec l'application notamment de la loi 25. Donc, protéger des données personnelles peut prendre différentes formes et le transfert de ces risques, c'est aussi une réalité. LGS vous assiste afin de compléter efficacement vos équipes TI avec les meilleurs professionnels sur le marché. Quel que soit votre domaine d'activité, votre industrie ou la durée du mandat, dans le respect de votre budget et des échéanciers de vos projets, nous offrons un service clé en main. LGS, partenaire de choix pour votre équipe. Troisième mythe. Les données anonymisées, c'est la meilleure protection qui soit, non? Partiellement. En fait, l'anonymisation a toujours une limite dans les faits, surtout dans une ère où l'intelligence artificielle et d'autres approches élaborées seront de plus en plus en demande. La vraie question est surtout autour de la valeur que l'on attache à ces données. Est-ce que c'est une technique qui vise à réduire les risques? Oui, certainement. Mais c'est loin de représenter la solution idéale pour le futur. Il y a tellement de cas de fraude utilisant des approches très sophistiquées qui viennent démontrer que cet aspect de l'anonymisation des données n'est pas la solution à tous les problèmes. Par exemple, si on peut citer l'utilisation de plus en plus inquiétante de ce qu'on appelle en anglais le deepfake, qui vient pousser le concept d'ingénierie sociale et de vol d'identité encore plus loin. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est un exemple qui a eu lieu en 2020, pas plus tard que ça. C'est une entreprise, le chef financier d'une entreprise en Angleterre s'est fait appeler au téléphone par son boss, qui est membre du conseil d'administration, le CEO, lui demandant de faire un transfert d'une somme de 250 000 € à un fournisseur. Et là, donc la chose s'est faite et il s'agissait d'une fraude. Et la petite histoire là-dedans, c'est que au terme de cette discussion de 10 minutes avec son patron au téléphone, il s'est jamais aperçu qu'il parlait à un robot. Parce que son patron, en fait, c'est un anglais d'origine allemande avec un accent assez prononcé. Et sa façon de terminer les phrases, il y avait toujours une petite ponctuation. Et en fait, pendant 10 minutes, il ne s'est jamais douté qu'on avait reproduit sa voix. Ça donne un tout petit exemple
de ce que ça peut donner. C'était en 2020 et uniquement pour 250 000 €. Imaginez dans le futur. À venir dans le second épisode de la Fac LGS, Émilie nous explique ce que doivent faire les entreprises et organismes pour se soumettre aux exigences de la loi. Et Michel continue de combler le fossé numérique et déboulonne d'autres mythes sur la protection des renseignements personnels. La Fac LGS est disponible pour téléchargement au www.lgs.com.